Bien. Mesdames et messieurs, je suis sûr que vous avez hâte de quitter ces lieux après une journée très chargée. Je vais essayer d'être bref. Quand on commence comme ça, c'est catastrophique. Habituellement, c'est qu'on doit être long. C'est pas très facile de parler après Pierre Gattaz, dont vous avez vu l'enthousiasme et la capacité de conviction. Mais je voudrais vous apporter ma vision sur l'attractivité de la France en reliant ça au problème évidemment de compétitivité. La mondialisation se traduit par une agressivité radicalement accrue de la compétition entre les pays pour attirer les activités économiques. J'ai pu le constater dans ma propre entreprise. Nous étions constamment en situation de choisir nos implantations. Et nous le faisions en fonction d'un certain nombre de critères. Je crois que les Français ne sont peut-être pas tout à fait conscients de cette compétition dans laquelle la France est engagée. Non pas pour ses produits, évidemment, bien sûr qu'il y a cette compétition internationale, mais sur l'attractivité du territoire. La France est attractive. Si elle l'est moins qu'un autre pays, ça veut dire qu'elle ne l'est pas assez. La France doit s'armer pour cette compétition. Elle n'a pas le choix, sauf à remettre en cause la mondialisation, ce qui est désormais impossible du fait à la fois des développements des moyens de communication de tous ordres et du fait que nos chaînes de production sont totalement interpénétrées. Cette compétition, elle porte schématiquement sur 3 éléments. Le premier, c'est ce que j'appelle l'écosystème, c'est-à-dire le fait d'être bien dans le pays. Le second élément, ce sont les coûts salariaux, fiscalité, énergie, matières premières, etc. Et le troisième élément, c'est la capacité d'innovation et de créativité qui prend de plus en plus d'importance dans l'attractivité des pays avancés. Alors je n'ose pas dire que c'est le plan de mon rapport, mais presque. C'est en tout cas le plan du pacte de compétitivité qu'évoquait M. Karsenty. Je reprends ces 3 points en essayant de voir où sont nos atouts et quelles sont nos marges de progrès. Je vais être rapide sur les atouts parce que je pense que vous les avez déjà vus aujourd'hui. L'écosystème attractif, la France a des atouts, ne serait-ce que sa géographie, son positionnement géographique. C'est un État de droit, disposant d'infrastructures de qualité, de services publics qui fonctionnent. La démographie est dynamique, ce qui en Europe est une exception. De grands groupes existent dans ce pays, ayant une forte visibilité qui donne à la France, je dirais, une visibilité internationale supérieure à la taille de sa propre économie. Je pense donc que ces atouts, il nous reste à les mettre complètement en valeur. Vous avez évoqué parmi les propositions, je prends la 5e, l'attraction des responsables des grands groupes. Nous savons bien que c'est une question essentielle aujourd'hui. Nous connaissons tous des groupes qui sont en train silencieusement de transférer une partie de leurs activités de siège à l'extérieur de France. On connaît quelques mouvements inverses, heureusement, mais je pense qu'il faut être très vigilant sur ce point. Certainement, c'est un problème de procédure, et il a été évoqué les procédures d'immigration. C'est aussi un problème fiscal, pour parler clair, et il doit être traité comme tel, au moins pour les étrangers. Je ne crois pas qu'il y ait de miracle fiscal pour les Français, mais je reviendrai sur ce point. Face à cela, nous avons dans cet écosystème 2 éléments franchement négatifs, qui ont d'ailleurs été, j'ai le sentiment, très largement évoqués chez vous. C'est le déferlement réglementaire, qui touche tous les domaines. C'est déferlement réglementaire fiscal, social, environnemental actuellement. Le principal déferlement actuellement est environnemental, mais la fiscalité, c'est pas mal.
je n'ai pas mesuré, mais j'ai l'impression qu'il y a une mesure fiscale prise par jour ouvrable actuellement en France. Et un industriel du recyclage que j'interrogeais pour la préparation de mon rapport m'avait dit que sur les 8 premiers mois de 2012, mais je pense que ça a continué depuis, peut-être même ça s'est accru, 41 mesures sur le traitement des déchets avaient été prises. 41 règlements, dont la moitié vient d'ailleurs de l'Union européenne, qui n'est pas sans effet sur notre propre réglementation. Le second élément négatif, c'est évidemment l'instabilité des règles fiscales, sociales et environnementales. Puisqu'il y a déferlement réglementaire, il y a instabilité. Et je pense que nous avons là un problème tout à fait majeur. Nous n'en avons pas absolument l'exclusivité. La réglementation environnementale en Allemagne est extrêmement dynamique également. Mais je dois dire que nous avons quand même une sorte de record. Le choc de simplification annoncé par le président de la République est une nécessité politique. Ce n'est pas une question technique, c'est une nécessité politique majeure. La mise en place de la commission Mandon-Poitrinal est au travail. Pierre Gattaz vient d'indiquer que le MEDEF l'alimentait. Je pense que cette commission est alimentée de tous côtés. J'ai quelque expérience, supprimer un règlement n'est pas une affaire facile. Jean-Pierre Raffarin a eu cette formule magnifique en parlant des niches fiscales. Dans chaque niche, il y a un chien qui mord. Je peux vous dire que derrière chaque règlement, il y a un groupe de pression, qu'il s'appelle opticien ou centre équestre. Donc il faut savoir que rien n'est facile dans ce domaine, il faudra s'y attaquer. Dans ce domaine, les Anglais peuvent nous donner un certain nombre d'orientations. Deuxièmement, me paraît essentiel, c'est la stabilité fiscale et réglementaire. À défaut de ne pas simplifier aussi vite que nous le souhaitons, il faut de la stabilité. Seule la stabilité donne de la visibilité. Vous avez évoqué la rétroactivité fiscale, je la juge détestable. Je pense qu'il n'est pas possible que nous continuions à avoir des mesures fiscales à effet rétroactif. C'est totalement déstabilisateur. Parfois on en bénéficie, mais je ne souhaite pas qu'on en bénéficie plus qu'on en souffre. Je croyais d'ailleurs que c'était un principe fiscal. J'avais appris ça dans mes études. Je m'aperçois que si c'est un principe, il n'est pas respecté. Clara Guémard, qui n'est pas là, mais qui représente une entreprise étrangère bien installée en France, General Electric, évoquait devant moi le crédit d'impôt recherche, sur lequel il y a un engagement présidentiel de ne pas le toucher, et il y a eu un ajustement lié à la prise en compte, à la non prise en compte de ce crédit d'impôt recherche pour le calcul de l'intéressement et de la participation. C'est un peu compliqué, mais avec effet rétroactif sur les 9 derniers mois, qui coûte une partie substantielle du crédit d'impôt recherche à un certain nombre d'entreprises. Donc, à travers une mesure annexe, en fait, on touche à ce qui était sacro-saint, c'était le principe de l'intangibilité du crédit d'impôt recherche, qui est une des rares mesures fiscales dont la France puisse se prévaloir de manière très positive. Un mot sur le droit du travail, qui a fait l'objet de débats. J'ai trouvé d'ailleurs vos propositions assez modérées. Je m'attendais à ce que ça cogne un peu plus. J'ai trouvé ça assez modéré. Et au fond, probablement assez justifié, même si je sais que la fusion du CCE et du CHRCT est une affaire compliquée, dont il faudra bien mesurer qu'elle n'entraîne pas une pollution accrue du comité central d'entreprise. Bien, mais enfin, ceci étant dit, pollution au sens neutre du terme, s'il y a des journalistes, c'est pour moi aucun jugement de valeur.
Mais je pense que les deux comités, leur fusion, je ne sais pas ce que ça peut donner. En tout cas, aller dans le sens d'une clarification, d'une simplification, me paraît bien. Le droit du travail, il est abondant en France, on le sait. Et on évoque le nombre de pages, l'accroissement du nombre de pages, et on le compare au code suisse, très limité. Je demande à voir ce que ça veut dire dans la réalité, parce que je n'ai pas compris que la Suisse est un pays totalement simple. Et ceux qui travaillent en Suisse ont pu vérifier que tout n'était pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il a surtout, ce code du travail, des inconvénients majeurs. Il découpe le marché du travail en deux parties. La partie du CDI, très protégée, certains disent excessivement protégée, et une partie, elle, très dérégulée, qui sont les emplois à durée déterminée, dont vous savez qu'ils constituent actuellement l'énorme majorité des embauches dans les entreprises. Mais la seconde difficulté, qui me paraît au moins aussi forte, c'est qu'il est porteur d'incertitude à travers l'intervention du juge. Je pense que c'est un point clé. Le juge intervient de manière imprévisible et tardive. Et je pense que nous avons à progresser dans ce domaine. L'accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier a permis d'avancer sur ce sujet. Il n'a pas tout permis, mais c'est la première fois depuis 40 ans qu'il avance dans cette direction. Et je pense que maintenant, il faut le mettre en œuvre. Et je pense qu'il est très important que les entreprises se saisissent de ces avancées, et notamment des accords de compétitivité sur lesquels je reviendrai. Deuxièmement, les coûts. Les coûts, c'est la stratégie qu'ont privilégié un certain nombre de pays, la baisse des coûts. Les coûts sociaux, c'est l'Espagne, le Portugal. Ça n'a pas été inefficace en termes d'attractivité, puisqu'on voit qu'un certain nombre d'investissements industriels se font dans ce pays. Le coût social est maximum, on le sait. Et le coût en termes de dynamique économique est, à mon avis, problématique. Parce que je vois bien arriver dans les laboratoires français les chercheurs espagnols, puisque pratiquement les crédits de recherche ont été coupés en Espagne. La dévaluation interne par baisse de la fiscalité également. C'est la voie qu'a choisie l'Irlande ou, d'une certaine manière, la Grande-Bretagne. Ce n'est pas inefficace. Là aussi, ça attire. Il n'y a qu'à voir l'Irlande, les sièges sociaux. L'inconvénient, c'est que ça enlève de la recette fiscale et que ça se traduit dans les services publics. Pour la France, quelle est la situation ? Pierre Gattaz le disait, se dégage en France, et c'est une vraie chance, un consensus sur la baisse de la dépense publique, qui est la clé de tout. Consensus nouveau, puisque ni la droite ni la gauche, jusqu'à présent, ne s'étaient engagés dans cette voie. Le gouvernement a promis 15 milliards d'économies pendant 4 ans, et en 2014, s'il réalise son budget, pour la première fois depuis, je crois, 30 ou 40 ans, la part de la dépense publique dans le PIB devrait légèrement décroître. C'est une inflexion, si elle est confirmée, absolument majeure dans l'histoire de nos finances publiques. Et ce n'est pas dû à la croissance du PIB, on le sait. Peut-on aller plus loin? Et comment? Et quelles conséquences pour les entreprises? Je pense que là, il ne faut pas faire rêver Perrette. Le CICE, si c'est 20 milliards, 1 point de PIB, transférer 1 point de PIB des entreprises sur les ménages sans croissance économique, ce n'est pas aisé. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce que ça entraîne comme pression fiscale sur les entreprises, sur les ménages et leur réaction. Donc il est clair que la capacité à transférer est limitée s'il n'y a pas soit croissance,
soit baisse de la dépense publique, soit évidemment les deux. Et les voies de réduction de la pression, elles sont nombreuses. L'impôt sur les sociétés en France est à 38%, la moyenne européenne est à 21%. Alors je sais bien que l'impôt sur les sociétés en France, sa base est plus étroite et plus mitée qu'ailleurs. Donc il y a un effet, une certaine compensation. Il n'en reste pas moins que nous sommes sur un taux d'IS qui, facialement, est un épouvantail à moineaux. Ou tout au moins une vraie difficulté. Je sais que c'est provisoire, puisque l'augmentation de l'IS est faite pour 2 ans, et qu'elle est partiellement compensée par le crédit d'impôt compétitivité emploi. Mais enfin, il n'en reste pas moins que ce taux de 38% impressionne lorsqu'on en parle à l'étranger, c'est clair. Je crois également que plus personne ne se... Enfin, que le débat au moins peut être ouvert franchement sur le fait de savoir si les allocations familiales doivent continuer à être payées par les entreprises et l'emploi, d'une certaine manière, ou si il serait transféré comme charge de solidarité sur la fiscalité. Mais là aussi, pour aller dans cette voie, comme sur celle de l'IS, il va falloir organiser la baisse de la dépense publique. Et il faut savoir que la baisse de la dépense publique, si elle est par exemple de 15 milliards par an, les 2 premières années, ça va faire 30 milliards. C'est ce qu'il nous faut pour descendre en dessous de 3% de manière durable, pour le déficit de l'État, ou le déficit public. Donc les 30 premiers milliards sont gagés déjà. Ils visent à ramener la France à un déficit inférieur, durablement à un déficit inférieur à 3%. Ça, c'est la contrainte européenne, et c'est une contrainte que l'on peut apprécier quant à son rythme d'exécution, mais c'est une contrainte contre laquelle on a assez peu d'arguments, parce que si on veut limiter la croissance de notre endettement, il faut s'attaquer à ce déficit. Mais il faut savoir que pour 2015 et 2016, 2014 et 2015, la baisse de la dépense publique est gagée sur la réduction du déficit. Elle n'est pas disponible pour baisser la fiscalité. C'est pour cela que je vous dis, on ne peut pas faire rêver Perrette. Ce n'est qu'au-delà de 2015 qu'on pourra avoir parallèlement la poursuite de la baisse de la dépense publique et la baisse de la fiscalité. Tout cela, donc, va prendre du temps. Alors, j'ai entendu le Premier ministre parler de la mise à plat fiscale. Cette mise à plat fiscale, elle est certainement justifiée par l'imbroglio de notre fiscalité. Je souhaite qu'elle soit faite aussi rapidement que possible, parce qu'évidemment, elle peut créer de l'incertitude. Parce que mise à plat veut dire qu'on va changer un certain nombre de règles fiscales, et que cela ne me paraît pas favorable à des décisions positives des entreprises si ça dure trop longtemps. Donc il va falloir que cette mise à plat fiscale se fasse assez vite. Et son objectif, c'est quand même d'aller, même si j'ai mis les bémols que vous avez vus, vers la baisse de la fiscalité, qui doit accompagner celle de la dépense publique. Alors il y a cette enceinte, mise à plat de la fiscalité, qui est actuellement engagée. Il y a un processus de concertation sur ce sujet. Et pour ce qui concerne les transferts des charges sociales, il y a les travaux du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Je crois que c'est là aussi, il faut préparer ce qui sera, lorsque ce sera possible, c'est le transfert de certaines charges sur la fiscalité, et notamment, comme je le disais, des allocations familiales. Je voudrais dire maintenant un mot des salaires. Je vais le dire avec une certaine prudence. En l'année 2013, les salaires en France auront augmenté plus vite que la productivité. Et ça, ce n'est pas la faute du gouvernement. Ce n'est ni la fonction publique qui a donné le mauvais exemple, la fonction publique, il n'y a pas d'augmentation de salaire, et ce n'est pas le SMIC qui a donné le mauvais exemple, le SMIC évolue strictement contre l'inflation, comme l'inflation. On est donc dans le dialogue social dans les entreprises. Et
Et on constate que la France continue à jouer le salaire souvent contre l'emploi. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des augmentations de salaire dans les entreprises qui vont bien et qui font des gains de productivité. C'est tout à fait naturel. Mais je pense qu'on n'utilise pas assez les accords de compétitivité ou ce qui peut y ressembler, qui permettraient peut-être d'assurer un peu plus d'emplois avec des augmentations de salaire qui seraient maîtrisées. Je pense que là, il y a une réflexion qui engage le patronat, qui est une des parties de la négociation. J'en ai fini sur les coûts en appelant votre attention sur le risque de ne s'intéresser qu'aux coûts et de s'engager en Europe dans une course au moins-disant social et fiscal. Cette course peut être sans limite. Je pense qu'il faut y faire attention. Je suis persuadé qu'il y a des coûts à réduire dans notre pays. Je suis pour la réduction de la dépense publique à un rythme supportable par la conjoncture économique, parce que la réduction de la dépense publique, ça tape quand même sur la croissance du PIB, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais je crois aussi qu'il y a un risque que nous nous engagions dans une sorte de course au moins-disant social. Je suis heureux à cet égard que l'Allemagne, d'une part, effectue actuellement des augmentations de salaire significatives et deuxièmement, réfléchissent à un salaire minimum dont les modalités ne sont pas précisées. J'en viens au troisième élément, l'innovation et la créativité. J'ai indiqué quels étaient les pays qui jouaient la carte des coûts. Il y a des pays qui jouent la carte de l'innovation et de la créativité. La Californie, les salaires y sont extrêmement élevés, mais ils compensent ça par une extraordinaire dynamisme d'innovation et de créativité. La Corée, je suis la Corée avec particulièrement d'intérêt. La Corée est un pays qui va devenir extraordinairement attractif parce qu'il a joué le numérique à fond, parce qu'il est capable maintenant de produire de l'innovation à un rythme soutenu, plus que ses voisins. Il y en a deux sérieux. Et ce sera probablement la carte que jouera d'ici 3 à 4 ans la Chine. Et là, ça va devenir une affaire plus massive. Je crois que ce peut être une carte maîtresse pour la France et pour l'attractivité de son territoire. Car c'est en tout cas l'élément de la compétitivité que j'ai placé au cœur de mon rapport et qui est au cœur du pacte de compétitivité. Pourquoi ? Parce que, Pierre Gattaz le disait, nos entreprises ne sont pas suffisamment positionnées sur le haut de gamme. Le haut de gamme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'innovation, la qualité et le service. Et la réputation qui en découle. C'est ce qui fait qu'on achète une BMW et c'est certainement pas le prix qui fait qu'on achète une BMW. C'est ce qui fait qu'on achète les équipements allemands. Positionnement sur le haut de gamme. Positionnement sur le haut de gamme, c'est l'innovation, c'est la créativité. J'ajoute en plus que c'est une des voies des gains de productivité. Et nous avons besoin des gains de productivité, à la fois pour créer de la croissance, et aussi parce qu'à travers les gains de productivité, à travers l'automatisation, nous allons faire baisser le coût du facteur travail dans les entreprises et réduire un des handicaps de la France. La France a des atouts. C'est une des recherches les plus fortes dans le monde. C'est un des 5 pays dans le monde qui est présent sur tout le champ de la recherche et à haut niveau. Des domaines d'excellence que je n'ai pas besoin d'énumérer, en commençant par celui dont je me suis occupé, l'aéronautique et l'espace. Un dynamisme de création d'entreprises nettement supérieur à ce que l'on croit. Moi, je suis dans un métier actuellement où je vois plutôt ce qui va bien. C'est-à-dire ces investissements d'avenir, finance ce qui va bien. Je suis frappé de voir la capacité de création d'entreprises. Notre problème, c'est que ces entreprises ne grandissent pas. Ouais. Et là, il faut que nous assurions la croissance des entreprises. Les ingénieurs français, patrimoine à défendre,
parce qu'ils sont appréciés dans le monde entier, avec une préoccupation, c'est le fait que les grandes écoles d'ingénieurs attirent moins que dans le passé. Actuellement, il y a autant de places que de candidats dans les écoles d'ingénieurs en France. Je peux vous dire qu'il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Alors évidemment, toutes ne sont pas du même niveau, mais il y a autant de places que de candidats. Il est absolument essentiel que nous ramenions les jeunes Français vers les études scientifiques et d'ingénieurs. J'ai évoqué tout à l'heure le crédit d'impôt recherche qui est également un atout. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut une politique d'innovation. Elle est au cœur du pacte de compétitivité. Et là, on ne peut pas dire il ne se fait rien. Je prends les innovations, les investissements d'avenir. Nous finançons sur l'innovation 3 à 4 milliards d'euros par an pour faciliter le travail entre la recherche et les entreprises, pour faciliter la coopération entre les entreprises, avec des succès qui commencent à apparaître. Ça va être très lent. Et je ne suis pas en train de dire que ça a débuté aujourd'hui. Les investissements d'avenir datent de 2009-2010. Et c'est d'ailleurs ça qui commence à produire ses effets. C'est la durée, c'est la persévérance. Je reviendrai sur ce point. Les pôles de compétitivité ont mis du temps à démarrer. Là aussi, c'est transmajorité. Et maintenant, ils commencent à déployer leurs effets. Je crois qu'il y a là un ensemble de mesures qui ont été prises. Je ne veux pas les citer toutes, depuis le soutien aux entreprises innovantes, le soutien au processus de la recherche vers l'innovation, les aides diverses à l'innovation. Nous avons maintenant un système d'aide à l'innovation qui est au moins équivalent à ce qui se fait dans le monde, peut-être avec 2 exceptions, parce que c'est les États-Unis et la Chine. On a besoin, au-delà de cela, pour que cette politique d'innovation porte ses fruits, que l'État définisse et indique ses priorités. Je crois que c'est très important. Le pacte essaye de créer une sorte d'écosystème avec la création de la BPI, le crédit d'impôt compétitivité, des mesures sur la formation professionnelle, etc. Mais il faut qu'il y ait des prolongements. Et c'est pour cela que je pense que les 34 plans industriels présentés par Arnaud Montebourg constituent le complément du pacte de compétitivité. Il est important qu'il y ait des axes. Ces 34 plans ne sont pas tous des succès. Il y en a certains qui resteront en route. Mais il est très important que sur un certain nombre de sujets, de champs, les choses soient indiquées. Je dois dire que ce n'est pas une spécialité française. Ce n'est pas dû au colbertisme traditionnel français, même si le terme colbertisme ne me fait pas peur. Vous n'avez qu'à voir le plan 4.0 en Allemagne sur la robotisation des usines, l'usine interconnectée. C'est extraordinairement puissant et intéressant, justement, parce que ça indique une priorité. Je pense qu'il faut aller aussi plus large. Et là, je sors du pacte de compétitivité, ou tout au moins au bas. Je pense qu'un élément d'attractivité, c'est tout ce qui concerne la matière grise, c'est-à-dire l'éducation et la formation. Et pour l'éducation, il n'y a pas de problème. La priorité en France, c'est l'enseignement primaire. C'est le fait que les apprentissages soient acquis à la fin de l'enseignement primaire. Il faut savoir que 15% de nos jeunes n'ont pas les apprentissages à la fin de l'enseignement primaire, et nous les retrouvons, ces 15%, sans formation quand ils deviennent adultes. Nous les retrouvons. Ils sont marqués au fer rouge dès l'école primaire. Je pense que c'est un des problèmes importants de notre pays. Et deuxièmement, la formation professionnelle. Je me réjouis énormément de l'accord qui a été conclu sur la formation professionnelle et la mise en place du compte personnel de formation. On peut toujours espérer que ce soit plus vaste, plus ambitieux, mais ça existe. Ça va être signé du côté patronal, malheureusement pas par la CGPME, je le regrette, et du côté syndical, il est possible que les 5 organisations le signent.
Et je pense que ce serait également un élément extrêmement positif. J'insiste d'un mot sur l'apprentissage qui reste une faiblesse de la France. J'ai dirigé une entreprise franco-allemande et je sais ce que c'est que l'apprentissage en Allemagne. Et je plaide pour que nous ayons un plan très ambitieux sur l'apprentissage. C'est à mon avis un point clé et j'espère que dans la loi sur la formation professionnelle qui va donner son caractère légal à l'accord interprofessionnel qui vient d'être conclu, il y ait un volet très fort sur l'apprentissage. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais terminer en disant une chose. La France sera attractive lorsque les Français y croiront. Et le problème des Français actuellement, mais c'est un problème que l'État ne peut pas résoudre facilement, c'est cette morosité incroyable et cette capacité d'autoflagellation qui fait qu'on ne voit que ce qui ne marche pas, jamais ce qui marche. On ne voit que ce qui est immobile, jamais ce qui bouge. Et que nous sommes les artisans du French bashing. Et je dois dire que, là, je sais que je m'adresse à des patrons d'entreprises étrangères en France. Vous ressentez cela, mais est-ce que nous-mêmes, nous ne participons pas à cela? Je crois que notre capacité à décrire nos faiblesses est sans équivalent dans le monde. Notre pessimisme est plus fort que celui des Irakiens. Je ne sais pas si vous avez été à Bagdad, mais ça mérite le déplacement. Je préfère encore habiter Paris. Donc, je crois qu'il est absolument essentiel que nous puissions recréer la confiance. Et pour recréer la confiance, il y a 3 recettes. La cohérence de l'action, la visibilité de l'action, la persévérance de l'action. Si nous sommes capables de réunir ces 3 qualités, je suis persuadé que notre pays, qui a d'énormes ressources, sera capable de repartir de l'avant. Je vois le patron de Rexecode là. Il y a un rapport de Rexecode récent qui montre qu'il y a peut-être quelques hirondelles, même si elles sont masquées par la crise. Nous ne perdons plus de part de marché à l'international. La part de la valeur ajoutée industrielle française dans la valeur ajoutée européenne est en très légère croissance. Et encore une fois, je ne l'attribue pas, je ne voudrais pas donner l'impression que je suis en train de plaider pour la politique actuelle. Ces affaires de compétitivité, c'est sur 10 ans. Ce que nous enregistrons aujourd'hui, c'est à mon avis, le résultat d'actions menées depuis 4-5 ans, depuis qu'il y a cette prise de conscience des difficultés que nous traversons sur le plan industriel. Mais je suis persuadé que si nous sommes capables d'être cohérents, visibles et persévérants, ces petites hirondelles deviendront de grands aigles capables de nous porter très loin. Merci.